Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Une femme qui s'indigne, un homme qui s'indigne, c'est être une femme heureuse, un homme heureux. Même si on n'obtient pas le résultat, ça ne fait rien. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours continuer à ne pas accepter ce qui est inacceptable. El pueblo unido jamás será vencido. Le 15 octobre 2011 marque peut-être un tournant dans le mouvement des indignés. Nous sommes au plus fort de la crise économique. 2 pays européens se trouvent au bord de l'asphyxie. Il s'agit de l'Espagne et de la Grèce. Les peuples sont étranglés par le chômage, l'augmentation des prix, les hausses d'impôts. C'est Madrid qui, en mai 2011, va donner le coup d'envoi des manifestations et des occupations de lieux. Le mouvement va très vite gagner d'autres pays jusqu'à devenir mondial. Avec nous pour en parler, Monique Dagneau. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut Marcel Mauss, auteure de plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux et notamment Génération Y. Alors on a appelé ce 15 octobre la journée mondiale des indignés ou journée mondiale de la colère. Que se passe-t-il précisément ce jour-là ? Alors ce jour-là, précisément comme il y avait eu plusieurs mouvements dans les pays arabes, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, un peu en Grèce aussi en juin 2011, on a pensé qu'on allait faire une journée mondiale où toutes ces colères allaient se fédérer. Et donc une manifestation assez grandiose de l'indignation de la jeunesse. En réalité, cette indignation, elle n'a pas réuni tant de personnes, en tout cas en France, peu. Un peu plus à Berlin, où il y a eu 6 000 personnes, et plus évidemment en Espagne, où il y a eu 500 000 personnes. Mais on ne peut pas dire que ça va rester comme une date événement. Les vrais événements concernant le mouvement des indignés, ce sera sûrement... d'abord la Puerta del Sol, le 15 mai 2011, et puis au mois d'octobre, novembre de la même année, aux États-Unis, avec le mouvement Occupy Wall Street. Alors pourquoi l'Espagne va donner l'impulsion ? Pourquoi c'est en Espagne que ça se passe d'abord, ce fameux 15 mai 2011 ? En Espagne, la situation de la jeunesse, et notamment de la jeunesse éduquée, elle est vraiment dramatique. Et d'ailleurs, ça perdure d'une certaine façon, puisque à peu près la moitié des jeunes, disons de 20-30 ans, n'ont pas de travail, que le chômage touche aussi les jeunes diplômés, que ça oblige évidemment beaucoup de jeunes à rester habités chez leurs parents. Et même s'il y a une tradition dans les pays du Sud, en fait, il y avait moins de jeunes résidents tard chez leurs parents avant qu'après ces années, fin des années 2010. Donc au total, il y a une situation explosive pour la jeunesse. Et donc, peut-être encore plus que dans d'autres pays. C'est un peu similaire, je dirais, en Grèce, un peu pareil peut-être dans le sud de l'Italie. Mais en Espagne, véritablement, tous les éléments étaient au rouge. Vous avez, par exemple, 1,5 million de jeunes qui sont ni en études, ni en emploi en Espagne. Donc, c'est tout à fait normal c'est pas anormal, en tout cas, qu'il y ait eu une explosion ici. Est-ce que c'est un mouvement vraiment spontané, indépendant des partis politiques et des syndicats ? En Espagne et ailleurs, d'ailleurs. Alors, justement, ce qui est intéressant dans le mouvement des indignés, c'est que ça inaugure de nouvelles formes d'organisation et de coordination des jeunes, en particulier en utilisant les réseaux sociaux, la coordination Internet. Bon, donc de ce point de vue-là, ils utilisent les nouvelles technologies. D'autre part, ils ne sont pas affiliés à un parti politique. Ils refusent même complètement d'être récupérés ou d'avoir des liens instrumentalisés par les partis. Il n'y a pas de leader, justement. Avec Internet, vous pouvez lancer une mobilisation à partir d'un événement, comme par exemple il y a eu lieu en Tunisie. Puis après, tout le monde se mobilise et simplement, il y a une information qui circule. On se réunit à tel endroit. Donc en Espagne, c'était à Puerta del Sol, à Madrid. Et on occupe. Alors, ces mobilisations, du coup, elles prennent des formes très nouvelles. C'est-à-dire que c'est pas un défilé avec des pancartes, c'est une occupation, on reste. On s'organise, on pratique absolument une sorte de contre-société, on met en place une sorte de contre-société frugale, partageuse, et puis on utilise beaucoup tout ce qui est visuel, les masques, les expressions très colorées. Enfin, c'est une autre façon de protester
qui est très différente des manifestations étudiantes, disons, des années 60, 70. Et pourquoi ça ne prend pas en France ? Pourquoi la mobilisation est-elle si limitée en France, dans un pays plutôt connu pour être contestataire ? Alors d'abord, la jeunesse, il y a quand même une part plus faible de la jeunesse qui n'est pas en activité, puisque le taux de chômage ou de non-activité est plutôt de 23-25%. D'autre part, mais ce n'est pas vraiment la raison principale, parce que c'est quand même un taux élevé, en fait, il y a deux choses. C'est qu'en France, la jeunesse est plutôt habituée à avoir des organisations, elle est plus politisée. Bon, il y a le syndicalisme étudiant qui est quand même très actif. Il y a des partis d'extrême gauche qui continuent d'exister. Et donc, une réflexion sur la révolte, la volonté de changer les choses passe plutôt par le politique que par un mouvement, comme j'ai décrit, très, très nouveau et sans lien vraiment direct avec la pensée politique. Le deuxième point, c'est que les indignés, ils n'ont pas des mots d'ordre, ils ont des mots d'ordre très larges, justement. C'est plutôt de l'ordre de l'indignation morale ou d'une posture de refus, et pas lié non plus avec des slogans vraiment politiques très marqués. Et le troisième point, c'est qu'en France, les jeunes qui ont des diplômes, ils ont plus de chances de s'intégrer que ceux qui n'en ont pas. Donc je dirais qu'une partie de la jeunesse, elle met plutôt ses forces et son énergie dans l'université et la recherche à tout prix de récolter un diplôme plutôt que dans une mobilisation comme les indignés qui signent a priori que de toute façon c'est comme une société sans espoir. Là, vous avez un espoir encore, en tout cas surtout encore à cette époque-là, d'avoir une place dans la société, peut-être pas celle que vous voulez, peut-être pas immédiatement, mais quand vous avez un diplôme du supérieur. Et pourtant, il y a vraiment un paradoxe, puisque le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, cartonne. Comment vous expliquez ce paradoxe entre cette faible mobilisation et pourtant ce grand succès en librairie de Stéphane Hessel ? Le livre de Stéphane Hessel a été un vrai best-seller, pas qu'en France d'ailleurs, mais vraiment en France. Et vous avez raison, on pourrait s'étonner qu'en France où la société, la jeunesse en particulier, a la révolte dans le sang, a l'indignation dans le sang, que ces mouvements n'aient pas pris. Mais précisément pour les raisons que j'ai indiquées. C'est-à-dire, la jeunesse française est plus politisée, c'est-à-dire articulée à des utopies ou des projets politiques, alors que le mouvement des indignés, finalement, c'est plutôt une posture morale, mais sur lequel le débouché politique n'est pas très clair. Ont-ils réussi à changer des choses, ces indignés ? Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ce mouvement des indignés ? Vous diriez que c'est un échec ? Non, pas du tout. Je dirais d'abord que c'est plutôt un moment fort, l'année 2011, où finalement les sociétés occidentales ont pris conscience du malaise de la jeunesse, et notamment d'un fait très important qui est qu'il n'y a plus véritablement un bon enchaînement des générations. C'est-à-dire que vous avez une partie de la société, disons, plus âgée qui détient les postes, qui est installée, et que la jeunesse a du mal à trouver sa place, pratiquement dans toutes les sociétés européennes, enfin en tout cas dans l'Europe du Sud, c'est très clair. Donc ça manifeste quelque chose qui est un peu nouveau, la difficulté d'un enchaînement des générations. C'est une génération remplace la génération d'auparavant dans la sphère économique. Donc les mouvements des indignés, même si ça n'a pas vraiment pris en France, on en a énormément débattu en France, même si... et en fait, ça a été, je pense, une prise de conscience. Et d'autre part, il y a d'autres relais. Vous avez actuellement en Chine, à Hong Kong, une mobilisation qui est un peu du même ordre. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini de parler du mouvement des indignés, mais elle prend des formes différentes dans chaque société particulière. Monique Dagneau, si je vous demande de terminer cette phrase, le 15 octobre 2011, c'est le jour où, que me répondez-vous ? Alors en fait, c'était un non-événement, mais en même temps, on peut dire que c'est aussi le début de l'expression d'un malaise et d'une révolte, d'une indignation de la jeunesse dans les sociétés occidentales. Donc c'est à la fois une date qui ne restera pas, mais les mouvements, l'image des mouvements, les modes d'organisation resteront. Merci beaucoup Monique Dagneau d'avoir été mon invitée dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.